Qu'elle soit de société ou sportive, l'actualité de ces derniers jours est fortement garnie. On va donc en parler en tour de table avec nos invités, avec l'INSEE, avec Pierre. On va parler des nombreuses coupures d'électricité. Les choses devraient se normaliser, dit-on, à l'échéance de août 2021. Est-ce que c'est tenable? En tout cas, qu'est-ce que les Ivoiriens en pensent? On va essayer d'en parler donc en plateau avec nos invités. On va parler aussi de sport, oui, puisqu'on prépare les JO de Tokyo. D'ailleurs, est-ce que ces JO vont se tenir? On se pose beaucoup de questions. Entre-temps, les Ivoiriens ont obtenu en taekwondo 2 médailles d'or, Cheikh Salah et Ruth Gbagui. On va donc commenter cela. L'actualité sportive nationale, c'est aussi la mise sous tutelle de l'Africa Sport National. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Et ça va durer combien de temps, justement, cette mise sous tutelle? On va en parler avec nos invités. Ce soir, on reçoit Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Patrick Guité, journaliste sportif, donc pour commenter tout ceci. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera en attraction. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Beaucoup de sujets à aborder, à passer en revue ce soir dans la télé d'ici. En 1 h 5 minutes, on essaiera donc de faire le tour de ce qui constitue ici l'actualité en société, en sport, en cinéma. On va parler un tant soit peu de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue il y a 48 heures. On ne reviendra peut-être pas sur le palmarès, mais on va s'appesantir un tant soit peu sur donc, le film qui remporte donc la palme avec 3 distinctions, autant que je sache. L'INSEE nous en dira forcément un peu plus tout à l'heure dans la télé d'ici. Patrick Guité, bienvenue. Merci. Journaliste sportif. Bien sûr. Mais d'abord et avant tout citoyen ivoirien. Donc, à même de se prononcer sur toutes les questions c'est clair, de la société. On est journaliste sportif, mais on est également citoyen de Côte d'Ivoire, donc on vit avec tout le monde. Voilà. C'est ça. Ça va, notre cher Marius Komoué? Je vais très bien, merci. Content de vous revoir. C'est le même plaisir que nous partageons. Président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Exactement. C'est cela. D'accord. L'INSEE, ça va? Bonsoir, très bien, et vous? Ça va, on va parler aussi cinéma, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu, on est tous synchro, bleu. Ah bon? Comment ça? Je n'avais pas fait attention. Bah oui, on est tous habillés en bleu. D'accord. Il y a un bleu qui est moins bleu. Bleu. Même Monsieur Komoé aussi bleu. Ah, Donc, En noir. en fait, on va dire à Patrick de partir. C'est mieux? c'est ça. Hein, Patrick, Il y a un mieux, petit je noir en pense. dessous, n'est-ce pas? Non, c'est du bleu. Aussi. Ça, c'est un bleu. Pierre, ça va? Oui, très bien, ça va. Recouvrir la santé ou pas? Ça va? Bah, écoute, ouais, ça va. Enfin, ça va, on est là. D'accord. Non, parce que Pierre, à l'instar de beaucoup d'Ivoiriens, je pense que c'est tombé malade du fait de la coupure d'électricité dans la nuit du 20 au 21. Non, Vous y comprenez quelque chose? c'est tout à fait normal. Pourquoi? Ça peut se comprendre. L'électricité aujourd'hui fait partie justement du quotidien des Ivoiriens. L'indisponibilité de la fourniture de l'électricité engendre justement Des maladies. Ah oui, bien sûr, il y a les moustiques, pas directement, il y a les mais piqûres des moustiques, Bon, alors Pierre va nous il y a dire. la chaleur. Oui, Pour la cadrer un chaleur. peu plus Oui, les Pierre, choses, oui. je suis pas loin d'un point d'eau. Oui. Et donc, du coup, vu qu'il n'y avait pas de courant, on laisse les Fenêtres portes et les ouvertes. fenêtres ouvertes. Et C'est cela. forcément, on Les est un peu moustiques. plus exposé aux moustiques. Exactement. Donc, Jusqu'à quel point ça vous a affecté, cette coupure? Parce que tout Abidjan en a parlé, mais vraiment tout Abidjan en a parlé. La Côte d'Ivoire Ça ne se continue limite pas d'affecter. seulement à Abidjan, il y a l'intérieur du pays, C'est ça. et là-bas encore c'est plus scandaleux. Ah. Et je crois qu'on gagnerait naturellement à y mettre un terme parce que cela est très récurrent et chaque année nous vivons le même scénario. Et nos gouvernants, quel que soit le régime qui est en place, nous promet chaque année de régler la question à une période. Mais chaque année, le problème revient régulièrement. Alors finalement, un pays qu'on dit être
une porte d'entrée de la lumière dans la sous-région, ne peut soumettre justement ces populations à de telles dérives. Parce que, je puis le dire, c'est le mot, c'est des dérives. Parler de dérives. Alors, je vous donne la raison officielle qui a été avancée, enfin, l'une des raisons officielles, c'est la saison sèche qui a été particulièrement rude. Les niveaux d'eau dans les barrages sont bas, ce qui a entraîné donc les coupures ces dernières semaines. C'est des phénomènes naturels. Mais les phénomènes naturels, et ces mêmes phénomènes reviennent chaque année. Oui. Un État, des gouvernants qui aspirent donc à prendre le destin des peuples entre leurs mains, qu'est-ce qu'ils font? Il faut pallier à cela. Il faut faire des prévisions. Il faut faire en sorte que... On sait très bien que chaque année, nous connaîtrons à une telle période des baisses au niveau de l'eau, des baisses au niveau d'eau, des baisses des cours d'eau au niveau de nos barrages. On sait très bien que l'électricité ne fonctionne pas seulement qu'avec des cours d'eau. Avec des barrages. D'accord. Nous produisons de l'électricité et du gaz ici. D'accord. On ne peut pas pallier en construisant plusieurs unités de production. On a tenté d'avoir des représentants de l'énergie, on ne les a pas en plateau. Bon, oui, mais ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas le courage de leur opinion. Bon, Patrick Guité... Et pourtant, ils doivent venir s'expliquer devant le peuple. Patrick l'a vécu comment cette nuit noire? Déjà hier, je suivais Real Madrid-Chelsea. C'est ça, la Champions League. Et puis coupure d'électricité, plus d'informations. Donc c'est compliqué d'analyser les matchs quand vous regardez les matchs qu'à moitié, c'est compliqué. Et donc on subit tous les effets néfastes donc, de ces coupures. Bon, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit parce que c'est des jeux de lumière. Donc vous avez, vous avez des appareils qui risquent de prendre un coup et souvent vous n'avez pas d'interlocuteur direct pour gérer ce genre d'affaires. L'alternative, c'est l'ANARE. Est-ce que ça marche ou pas? Mais la première question, la première chose qu'on avait dit, c'était que c'était un problème au niveau de la centrale d'Azito. C'est cela. Parce que Azito a fait un communiqué disant que ces infrastructures étaient réparées et que tout désagrément qui surviendrait après ne serait pas de son fait. C'est cela. Donc après, on a eu une autre version, baisse des... le cours d'eau. Apparemment, il y a la construction d'une grosse machine qui doit rentrer en production en août 2021. Donc à partir de 2021, normalement, il ne devrait plus y avoir de coupure d'électricité. Je suis leader d'organisation de consommateurs. C'est pour ça que vous êtes là. Je suis la porte d'entrée des consommateurs dans le monde de l'énergie, puisque nous portons les voix auprès des autorités du monde de l'énergie. Chaque année, on nous répète ça. Ce n'est pas nouveau. Bon, écoutez, on va écouter. Au point que, moi-même, comme moi, j'ai lancé des mots d'ordre de paralysie de l'activité nationale pour protester contre, justement, ces coupures intempestives. Vous vous rappelez de ce que nous avons vécu à Boaké, à Yamoussoukro, mais nous ne voulons pas remettre le couvert. Oui, mais de 2011 à aujourd'hui, on est passé quand même à 2021, de 2011 à 2021, donc on est passé de 31% de couverture à 80%, c'est quand même à saluer. Avant 2011, on était aussi sous le régime d'Houphouët-Boigny d'un niveau de production et de disponibilité de l'énergie très bas. Après Houphouët-Boigny, il y a eu de l'amélioration. Et donc, l'État est une continuité. Chacun vient, il fait sa part. Bon, alors, le régime actuel fait sa part. On va écouter la version officielle. Il faut plutôt se limiter à ça que de nous dire de 2011, si les autres là, de 2011 étaient bons, le régime actuel ne serait pas là. Si tout était fameux, le régime actuel ne serait pas là. Bon, allez, il y a une chaise vide, c'est dommage. Donc, il n'y a personne pour défendre. Nous, on ne va pas non plus se mettre dans la peau des personnes qui sont censées répondre. On a compris, on va regarder. On a compris. On va d'ailleurs regarder ce qu'a dit, c'est vraiment un extrait de NCI News, de ce qu'a dit donc Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a visité le 23 avril dernier la centrale d'Azito. Il a tenu des propos plus ou moins rassurants. On va regarder cela. Le premier objectif de cette visite, c'était de m'enquérir de la situation donc, de cette grosse machine. Et nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos. Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir du manque d'électricité pendant cette période-là. Les équipes ont été instruites pour intervenir nuit et jour, 24 heures sur 24, de sorte à limiter l'indisponibilité de cette grosse machine et à faire en sorte que les populations ne souffrent pas. Voilà, il est très prudent, donc il parle de limiter donc les conséquences et il ne dit pas tout simplement que les choses vont s'arranger complètement. Bon, on a compris vos positions respectives. On peut peut-être parler aussi de... du coup, alors, Patrick parlait tout à l'heure des sinistres. Le recours, c'est l'ANARE. Est-ce que c'est une démarche que vous avez déjà à titre personnel adoptée?
pour obtenir réparation ou pas? Et est-ce que ça marche aussi? J'ai besoin de connaître l'avis aussi du président des consommateurs. Moi, je n'ai pas fait de démarche, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, j'ai plusieurs connaissances qui indiquent ne pas avoir obtenu gain de cause. L'ANARE, je rappelle que c'est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. En d'autres termes, c'est un peu l'interface entre l'État, les opérateurs de l'énergie et les consommateurs. Donc, ça marche? Ça ne peut jamais marcher. Bon, vous voyez, souvent quand j'en parle, vous en riez, mais ce que nous faisons, nous le faisons pour vous, y compris pour vous, pour tout le monde. Vous pensez que c'est un réel plaisir pour nous de venir nous asseoir sur un plateau de télé? Il y a quand même des cas qui ont abouti ou pas? Vous le dites comme ça. Non, je pose la question. Je peux vous dire, pour que ça aboutisse, nous, on ne prend pas un cas ou deux cas ou trois cas. Il faut que tous les cas exposés aboutissent. D'accord. Soit à des résolutions heureuses pour les plaignants, soit à des résolutions malheureuses pour le plaignant. J'ai lu récemment... Si tel est qu'il n'a pas raison. C'est ça, j'ai lu récemment une note... Je vais vous surprendre. L'ANARE, là, c'est dirigé par qui? Par la CIE. Pourquoi je le dis? Le directeur général de l'ANARE, c'est l'ancien directeur général du pôle distribution de la CIE qu'on a soulevé, on a mis à la tête de l'instance de régulation du secteur de l'énergie, qui est en charge de protéger les intérêts du consommateur et de l'opérateur. On prend un cadre de là-bas, on vient le mettre là. Pour vous, ça pose un problème? Mais c'est d'évidence. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire PhD pour le savoir? Mais alors, entre autres, le directeur général de l'énergie de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la structure en charge de penser le système énergétique de la nation ivoirienne. C'est un cadre de la CIE à la personne de M. Cissé Sabati qu'on a soulevé, on a mis là. Donc, la CIE occupe encore la réflexion de la politique nationale en matière d'énergie. D'accord. Pour vous, ça pose un problème. Je n'ai pas fini, il faut suivre. Et puis, on va aller très clair pour que les Ivoiriens comprennent. Quand vous prenez Côte d'Ivoire Énergie, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, c'est un haut cadre de la CIE qu'on a soulevé, on a mis à la tête de la structure qui en charge le patrimoine de l'État en matière d'énergie. Tu peux attendre quel résultat? Parce qu'ils sont compétents ou c'est quoi la raison? Écoutez, la compétence, il y en a de tous les bords dans ce pays. Pourquoi forcément il faut aller prendre les cadres, surtout pour l'autorité de régulation? On prend un cadre, on le dépose là. Aujourd'hui, là, vous entendez l'ANARE. Est-ce que vous savez que l'ANARE fonctionne avec un budget chiffré en milliards? Alors, qu'est-ce qu'ils font de ce budget qui émane de moi, de ma poche, de mes taxes et de mes impôts? J'ai lu récemment une note de l'ANARE qui indiquait le process, en fait, pour obtenir gain de cause. Et apparemment, ce n'est pas le réflexe des consommateurs, c'est que vous avez un sinistre, vous constatez qu'il y a un appareil qui a cramé complètement. Et qui doit permettre aux consommateurs d'avoir ce réflexe. Oui, je viens. Donc, ils expliquent que la première des choses, c'est tout de suite de faire constater par un agent de la CIE. Et cet agent a l'obligation de vous remettre une sorte d'attestation, un certificat en gros de constatation. Mais il faut que l'agent de la CIE se déplace chez vous pour constater. Est-ce que la CIE a suffisamment d'argent pour qu'il se promène de maison en maison pour constater les différents sinistres? C'est exactement ce qu'on allait dire parce que, effectivement, même dans la réponse du ministre, on s'attendait peut-être pour calmer un peu le jeu à ce qu'on dise aux citoyens, parce qu'il y a clairement eu des dommages. Voilà la procédure à faire pour vous faire rembourser. Bon, oui, c'est vrai, on ne va pas donner le bâton pour se faire battre et lâcher des millions, mais ça pourrait être une piste, effectivement. Comme vous disiez, combien de gens connaissent le processus des dédommagements, d'indemnisation de l'ANARE? Bon, la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire, ce que vous perdez de vue sur ce plateau, nos décideurs, là, ils savent très bien, cette population ivoirienne, là, elle a 67% analphabète. Une population... c'est pas 47. Sur 100 Ivoiriens, tu as 67 qui n'ont jamais été à l'école. Voilà ce que ça veut dire. On prend les problèmes des Ivoiriens qui les brûlent comme ça, on s'amuse avec, on tourne dessus, on surfe dessus. Très bien. Mais le problème d'énergie, là, moi j'ai dormi sans électricité 2 nuits entières. Bon, visiblement, vous portez mieux que Pierre parce que lui, ça l'a complètement coulé. Oui, mais moi, j'ai gardé mes portes et mes fenêtres, y compris tout fermé, malgré la chaleur. C'est fermé aussi? Ah oui, mais moi, je dors toujours sans ventilateur. Pour l'indemnisation, est-ce qu'il faut garder ces factures d'achat d'appareils? Je pense qu'en règle générale, il faut garder les factures. Parce que moi, je n'avais pas vu cette note en matière de droit de la consommation, ailleurs, en matière de droit de la consommation, les règles sont très claires.
Et c'est le code de la consommation en Côte d'Ivoire, tel que nous l'avons fait adopter par l'Assemblée nationale sous le ministre Jean-Louis Billon, dit tout simplement que pour se faire dédommager, eh bien, il faut faire la preuve de ce que l'appareil d'abord vous appartient. C'est ça. Ouais. Ensuite, et cette preuve, c'est un document délivré par la CIE. C'est un document délivré. Et en plus, si vous avez payé l'appareil, par exemple, si c'est un congélateur qui a pris un coup, mais il faut faire la preuve de l'achat de congélateur chez un opérateur en ayant le reçu d'achat. Puisque c'est en fonction du reçu d'achat... Si vous êtes aussi bien organisé que moi, vous êtes mal barré. Auquel cas, vous allez alors, je sais que là, Nari a un compte Facebook et tout pour essayer de garantir plus ou moins de proximité. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Patrick? Bon. Oui. Bon. Alors l'actualité, elle est très fournie. On va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, messieurs. C'est cette déclaration, pour le moins, je pense, je ne dirais pas fracassante, mais en gros, c'est le ministre de l'Assainissement qui accuse carrément donc, des populations, pour ne pas dire de la population, d'incivisme et donc son mauvais rôle dans les questions d'insalubrité. Je vais d'ailleurs vous lire ce qu'il dit plus précisément. Il faut que nos compatriotes apprennent à vivre autrement. Nous avons des contrats qui coûtent beaucoup d'argent à l'État pour la collecte des déchets solides, mais nos compatriotes ne sont pas encore suffisamment disciplinés pour que ce travail puisse se faire avec les résultats que nous attendons. Si on vous dit d'arrêter un immeuble qui a un niveau R+1, vous n'arrêtez pas et vous allez à R+4. Le jour de l'indemnisation, nous allons faire l'indemnisation sur la base de ce qui était là le jour où nous avons demandé d'arrêter les travaux. C'est comme ça qu'il parlait, de façon très ivoirienne. La grosse problématique, ce sont les déchets solides, dit-il. Littéralement, il y a des quartiers où quand il pleut, c'est là qu'on sort les déchets. L'exutoire le plus rapide trouvé, c'est le caniveau, en espérant que ça va quitter chez soi et s'arrêter quelque part. Il a tout simplement indiqué de les déposer dans la poubelle devant chez soi. Donc... Nous sommes totalement en phase avec M. le ministre. Totalement en phase avec lui. Ce pays-là a besoin d'hommes forts qui imposent naturellement le respect des règles. Parce qu'en réalité, pourquoi en Europe ça marche? Pourquoi dans les pays développés ça marche? Pourquoi quand nous quittons ici, nous allons dans les pays, nous respectons les règles, et quand nous les mêmes là, on revient de là-bas, y compris nos gouvernants même d'ailleurs, ils sont aussi là-dedans. Ils quittent là-bas, ils viennent ici, ils ne respectent plus les règles. On dit interdiction de vente de sachets plastiques. On ne respecte pas. Interdiction de téléphoner au volant. On ne respecte pas. Parce que ceux qui sont censés naturellement faire appliquer cela sont abonnés aux raquettes. L'INSEE est sensible à une question. Oui, j'ai dit interdiction d'uriner aussi, le nombre de personnes qu'on voit uriner. Je vais faire comme je n'avais pas entendu. Mais déchets dans les caniveaux, tout ça, vous avez totalement raison. Et monsieur le ministre, pardon, a totalement raison. Il faut rééduquer nos populations. Et il faut commencer à la base. Il faut commencer à la base. Nous, par exemple, à l'école, et vous vous en souvenez, on a appris l'éducation civique et morale, les CM. Et à cette époque, on nous apprenait même à défiler, à faire, à respecter le drapeau, à monter. Mais vous vous rappelez? Mais écoutez, tout cela nous a permis aujourd'hui de connaître les institutions, de les respecter. Bon, aujourd'hui, nous, comme moi, on vient s'asseoir sur un plateau, mais nous le disons pour les Ivoiriens. Il n'est pas normal d'alerdir nos villes. Il n'est pas normal d'alerdir nos villages. Il n'est point normal... Qu'est-ce qu'il faut faire, Patrick Guité? Mais il faut éduquer la population. Oui, mais éduquer, oui. Enfin, à la limite, le gouvernement, et on va dire par extension, toutes les collectivités territoriales et tout, ne manquent pas de faire de la sensibilisation avec de l'affichage et tout ce qui va avec, des sketchs même et tout. Visiblement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter le chemin de la sensibilisation et sanctionner, tout simplement. Parce que je me rappelle, j'étais dans un vol, je revenais à Abidjan, et vous aviez un compatriote, un Ivoirien, qui quittait l'Italie. Et dès qu'on a atteint l'espace aérien ivoirien, il a dit « Bravo, je suis en liberté, là, je pourrais faire ce que je veux, etc. etc. » Donc, vous voyez un peu l'image que nous donnons. On peut faire ce qu'on veut dans nos différents pays, ici en Afrique, et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en Europe. Donc, il faut sanctionner ici et maintenant tous ceux qui vont, ne feront pas face aux règles, mais ne respecteront pas les règles établies par l'État. À ce propos, d'ailleurs, nous avons proposé au gouvernement d'alourdir les amendes. Parce qu'il n'est... Regardez... Non, pas d'amende. Il faut emprisonner les gens. Si à la télévision... Excusez-moi. Si sur NCI, au journal de NCI, on présente 4 ou 5 personnes qui ont été condamnées, mis aux arrêts parce que ces personnes ont jeté une gourde ou bien un sachet quelque part, vous verrez que les Ivoiriens seront corrects. C'est vrai que sous l'ère, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais sous l'ère du PC crise,
Vous en souvenez, donc décembre 99, début 2000. Je vous parlais d'un pays fort. Les Ivoiriens étaient rentrés dans les rangs parce qu'il y avait la fameuse rumeur comme quoi, quand on te surprend à jeter des ordures, ben, tu vas ramasser, même si c'est 15 ou 5 km avant, tu vas retourner sur tes pas. Souvent, il faut gouverner même contre la volonté même de son peuple. Parce que pour l'intérêt général, on n'a pas d'autre choix que d'appliquer la loi. Et faire appliquer la loi sous-entend que nous devrons avoir des corps habillés au-dessus de tout soupçon, capables d'éviter d'étendre la main pour 200 francs, 500 francs et 1000 francs, en lieu et place de faire appliquer la loi. Quand on dit on ne jette pas des ordures et qu'on vous surprend en train de jeter des ordures, c'est qu'il ne se fait pas. Regardez tout près de nous ici au Ghana. Comment au Ghana, les gens arrivent à entretenir et à embellir leur environnement et en Côte d'Ivoire, regardez toute cette insalubrité que nous voyons défiler sur l'écran. Ce n'est pas normal. Il faut y mettre un terme. Et pour cela, il faut que le ministère de l'Assainissement joue son rôle. Moi, je dis qu'il faut alourdir les amendes. Emprisonner doit être peut-être et assurément l'option ultime. Voilà. Sinon... Bon, Patrick, il est plutôt pour l'emprisonnement. Lui, il faut... Peut-être pas emprisonner parce qu'on a jeté un papier par terre. Si on vous dit que vous payez, par exemple, 20 000 francs pour avoir téléphoné au volant, vous pensez qu'un individu va se permettre de payer 2 fois, 3 fois 20 000 francs dans le mois? Déjà 10 000. Déjà même 10 000 francs. La même chose, c'est-à-dire qu'il faudra un agent pour faire respecter cela. On n'est pas sûr que cet argent-là fera respecter cela. Donc, voilà. S'il fait 2 jours, 3 jours derrière au violon, on n'a même pas besoin de le mettre en prison. Je pense que les travaux d'intérêt généraux, c'est déjà... Si vous les mettez en prison, vous allez nous trouver sur votre dos, justement. Voilà, parce que nous disons qu'il faut alourdir les amendes, mais pour avoir jeté juste un papier dehors, on le met en prison. Parce que le papier qui est jeté dehors, la peau de banane qui est jetée dehors peut créer donc des maladies à pierre, parce que ce n'est pas que le point d'eau qui le rend malade, c'est parce que dans ce point d'eau-là, il y a des saletés qui sont là-dedans et qui créent donc ces moustiques-là. Pour moi, si vous avez jeté et qu'on vous prend, vous nettoyez, et pour vous, et pour ceux qui ont jeté avant vous, qu'on n'a pas pu identifier. Et puis, je veux dire, on a pris le modèle du Ghana, mais il y a aussi le Rwanda, où la chose a été institutionnalisée. Donc peut-être que là où on a envie de faire partir les choses, il faut créer des journées de nettoyage. D'accord. Voilà. Alors, autre sujet d'actualité, on va y revenir certainement tout à l'heure, juste après la pub. On va parler de cette décision de remplacer les inspecteurs des examens de permis de conduire par des gendarmes pour une période de 3 mois. Peut-être plus, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a une réforme du permis de conduire qui a été annoncée par le ministre, on va en parler après la pub. Juste le temps pour moi de revenir sur 2 actualités majeures. C'est d'abord cette annonce du Premier ministre Patrick Hachi, qui a reçu les centrales syndicales seulement hier. Ils sont convenus d'un format plutôt restreint cette année pour la célébration de la fête du travail. Ce fut le cas l'année dernière et c'est une annonce qui a été surtout faite par le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, Mamadou Soro, donc au terme d'une réunion avec le Premier ministre. Autre actualité, c'est la disparition dimanche dernier, triste disparition du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, triste disparition d'une crise cardiaque chez lui à domicile. On s'en souvient, on l'avait reçu le 23 mars dernier sur le plateau de la télé d'ici pour évoquer justement la question des constructions anarchiques. On retourne en 40 secondes environ sur son passage. Le ministre Koné a renforcé cette loi en disant que tout bâtiment doit être construit par un architecte. Auparavant, c'était tous les bâtiments dans la limite de 170 mètres carrés. Mais depuis 2018, la loi dit qu'il faut que tout bâtiment soit construit par un architecte. Avec ceci près qu'il nous a demandé de faire un forfait pour les plus démunis. Donc, un forfait de 300 000 francs CFA pour un dossier pour les plus démunis. Voilà, donc nous avons une petite pensée donc, pour la famille d'Abdoulaye Dieng, président de l'Ordre des architectes qui a tiré sa révérence dimanche dernier. On marque une pause et la pub. Encore d'autres sujets évoqués, il y a aussi le sport, les JO. Est-ce que ces JO vont se tenir? La crise au niveau donc, de l'Africa Sport qui désormais est sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce que ça signifie cette affaire? On en parle tout à l'heure.
Côte d'Ivoire tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Retour sur ce qui alimente les débats, sujets de société, sujets sportifs, sujets politiques, enfin tout ce qui devrait vous intéresser est abordé tous les soirs, du lundi au jeudi 18h40 dans la télé d'ici, exceptionnellement vendredi 18h30 où on bascule en mode porte du week-end. Alors messieurs, on va parler de cette décision qui a surpris plus d'un, décision du ministre des Transports Non, j'ai failli les licencier. Non, c'est pas ce qui a été dit. Entendons-nous très bien. Non, pas du tout. C'est en gros, ils sont mis à l'écart et on laisse la place aux gendarmes pour tout ce qui est désormais contrôle donc des examens d'obtention du permis de conduire. Cette décision évidemment n'est pas fortuite, elle n'est pas tombée du ciel, elle est consécutive à une constatation plutôt grave, enfin un constat plutôt grave. C'est le nombre plutôt élevé d'accidents. Alors c'est 12 000 accidents par an en moyenne en Côte d'Ivoire. C'est en moyenne 1400 victimes. Pour le seul trimestre de cette année, on a enregistré pas moins de 4 accidents. Désormais, on parle même d'accidents avec des personnes calcinées et tout, ce qu'on n'entendait pas auparavant. On va regarder cette déclaration du ministre des Transports qui recevait des responsables d'auto-école et en gros des protagonistes donc, du secteur. C'était le 26 avril dernier, on regarde cet extrait. Sur la base de toutes ces études qui ont été faites, il ressort que dans les accidents de la circulation, et c'est de notoriété publique, que la part humaine est considérable. L'année dernière, ce sont à peu près 12 000 accidents qui ont eu lieu, près d'1 millier d'accidents graves, avec plus de 1400 décès sur nos routes et de nombreux blessés. C'est aussi en termes économiques des pertes importantes pour l'économie nationale, des pertes importantes pour les entreprises de transport, évidemment des pertes en vies humaines importantes aussi. Nous allons accélérer donc les réformes des auto-écoles. Est-ce que c'est justifié cette mesure, Patrick? Déjà, avant de prendre des mesures, on est dans le même problème, on est dans le même schéma. C'est que dans nos pays africains, bon, quand je dis nos pays africains, l'Afrique australe, bon, out, l'Afrique du Nord, out, okay. Donc le reste, on a un problème de contrôle et de sanction. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, il y a un laisser-aller. Tant qu'il n'y a pas de sanction, il y a un laisser-aller. Donc oui, on a constaté qu'au niveau des différents responsables des inspecteurs, il y avait un problème. Donc aujourd'hui, le ministre prend une décision assez radicale, mais ce n'est qu'une suspension. Parce que c'est ce que d'un moment à l'autre, eh bien, les inspecteurs reviendront. On a parlé de 3 mois. Oui, mais est-ce qu'ils reviendront avec de meilleurs sentiments? Est-ce qu'ils reviendront avec de meilleures attitudes, de meilleures intentions? C'est là où se trouve la question, parce que là, c'est juste à titre conservatoire. Qu'est-ce qui va se faire lorsqu'on prendra un inspecteur en train de violer les règles? D'accord. La question qu'on se pose, Maïs Komoui, c'est est-ce que tous les accidents s'expliquent par la délivrance, justifiée ou pas, de permis qui ne sont pas aux normes? Non, pas vraiment. Mais en la matière, je vais certainement vous surprendre pour une fois. Nous sommes très solidaires de l'action gouvernementale. Voilà, parce que rien ne vaut une vie. Vous ne me surprenez aucunement. Mais si, je vous surprends, puisque de tout temps, vous pensez qu'on se plaint du gouvernement. Mais pour vous dire vrai, rien ne vaut une vie humaine. Tout gouvernement soucieux du bien-être de ses populations doit mettre en œuvre toute politique nécessaire pour préserver les vies. Il n'est pas admissible, il n'est pas du tout concevable, il n'est pas du tout acceptable que dans un pays, les gens se permettent de rouler comme ils veulent, à tombeau ouvert, endeuiller des familles. On a vu pour les fêtes de Pâques le nombre d'accidents. C'est cela. Mais c'est inacceptable. Pourquoi? 22 morts sur la route qui mène à Fès et Sédougou. Moi, j'ai eu toujours un problème avec ça. Hein. Ce problème est celui justement de l'obtention du permis de conduire par des illettrés. Oui, ça vous l'avez dit en plateau. Et vous mettez votre position visiblement. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il n'a jamais mis pied sur un banc On parle d'auto-école. Donc, c'est une école où on va apprendre à connaître
le code de la route. Alors, sur la question, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Marius Komoué, enfin, l'auto-école, c'est une signalétique. Mais une c'est des dessins qu'il faut mémoriser. C'est pas mémoriser. C'est pas écrit A, B, C, D. C'est pas une question de mémoriser. Il y a la signalétique, mais il y a également le contenu qu'on donne à la signalétique. Quand vous mettez interdit au moins de 10 ans, comme nous l'avons imposé pour les télévisions, pour éviter qu'au moment où nous sommes avec nos enfants, nous puissions regarder des films obscènes en face de nos enfants, on vous a imposé. C'est comme moi qui était derrière ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre dans ce pays. À la suite d'un séminaire qu'on a eu avec votre concurrent, qui est le média d'État. Alors, nous leur avons dit, il faut mettre des codes signalétiques pour nous éviter d'être en face d'émissions où il y a, par exemple, des scènes de scarification. Scarification. Il y a... Quand on parle de consommateurs, on parle avec beaucoup de passion. Exactement. Alors, trop de passion même parfois. Non, de passion, on parle de débat, parce qu'on porte la voix des consommateurs. Et donc, il est inacceptable pour nous qu'on continue d'endeuiller les populations en donnant des permis à des illettrés. Ça, je le maintiens et je me battrai dans la réforme, puisque nous sommes associés à la réforme en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs. Nous allons nous battre pour que désormais, il y ait un minimum de background pour pouvoir prétendre avoir le permis. Patrick a dit quelque chose. Il n'y a pas que les illettrés qui font des accidents. Et je suis bien d'accord avec vous. Il y a aussi le problème de l'alcool. J'ai dit que la base devrait être au moins des gens qui sont lettrés. La base, c'est ça. Si je vous dis que le code, quand on dit cassis et dodane, vous voyez le signe des dodanes et des cassis. J'explique dans la langue de celui qui concourt à obtenir un permis de conduire. Oui, je lui dis cassis, dodane. Le monsieur, quand il rentre dans l'auto-école, il connaît que le panneau stop. Quand il sort de l'auto-école, là, il a oublié. Et partout, même le fait tricolore, on voit les Baka, ils violent ça ici. Non, il ne respecte rien. Il n'y a pas que les Baka. Il faut faire une différence. Comme moi, je l'ai dit, pourquoi tu veux défendre quoi? Faire une différence en fait, il n'y a pas que les Baka, il n'y a pas que les taxis. Les privés, le personnel aussi. Tout le monde a sa responsabilité aussi. On a tous un petit peu notre part aussi de responsabilité. Il y a l'alcool, il y a la vitesse. Il ne faut pas y avoir une espèce de lecture réductrice de l'analphabète. Non, il y a des gens très sensés qui sont sur les routes. Absolument, il y a même des accidents qui sont causés par l'utilisation de gaz. Non, je sais bien que c'est ça. Il y a les intellectuels même qui font des accidents, je le dis. Il y a l'intellectuel multitude d'ailleurs. Il faut relativiser. Bon, alors, mais je pense que la base devrait nous amener à aller véritablement à une forme. Et puis, je ne voudrais pas surtout opiner sur la décision du ministre tendant justement à remplacer les inspecteurs par les gendarmes. Voilà, je pense que... Non, je pense qu'ils ont dû peut-être analyser la situation. Okay. Patrick a un avis, voilà, je voulais dire quelque chose, je me pose la question de savoir pourquoi les gendarmes et pas les policiers. Et pas les policiers. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas opiner là-dessus parce que le ministre doit avoir pris quand même des dispositions. Donc vous attendez de voir. Moi, j'attends les résultats. Les résultats, je suis invité à prendre part aux travaux sur la réforme. Nous allons aller dire ce que nous attendons véritablement pour que, justement, dans les années à venir, nous ayons moins d'accidents de circulation. Depuis tout à l'heure, on se pose la question pourquoi 3 mois? C'est le temps pour le gouvernement d'achever en fait la phase cruciale de la réforme des 10 examens. C'est juste, et après donc les 3 mois, normalement, la réforme devrait rentrer. Ok, alors on s'est beaucoup focalisé sur la réforme des permis de conduire. Il n'y a pas que le permis de conduire, il y a aussi la réforme du contrôle technique. Oui, il y a le contrôle technique, il y a les auto-écoles, puisque les formateurs eux-mêmes qui donnent les cours naturellement aux pétitionnaires doivent être eux-mêmes formés. Donc les auto-écoles même sont inscrits dans la réforme. C'est ça. Mais au-delà des auto-écoles, vous avez également autour même du ministère, la Direction générale des transports terrestres a élaboré encore d'autres pans essentiels de cette réforme et qui, pour nous, pourrait être salutaire à la longue, si d'ordinaire, encore une fois, si d'ordinaire, nous appliquons ce que nous décidons. D'accord. Il faut parler comme l'autre. La Côte d'Ivoire, dans les textes, c'est une œuvre d'art.
Nous avons tout ici. Mais la mise en œuvre. L'application, je ne sais pas si c'est une œuvre d'art. On verra, je ne sais pas. Très bien. C'est assez drôle quand même. On parle d'accident de voiture, donc on n'a personne du ministère des Transports. C'est pas faute d'avoir essayé d'avoir quelqu'un du ministère des Transports, mais bon, on y est habitué finalement. On a parlé tout à l'heure de coupure d'électricité. On n'a personne donc, du ministère de l'Énergie. C'est pas faute d'avoir essayé. Donc, nous, on va quand même continuer nos émissions, même s'il n'y a personne en face pour apporter le répondant. Non, mais il faut dire que la Direction générale des transports terrestres fait un travail fabuleux. Ouais, on attend qu'ils soient là. Nous avons eu à travailler longuement avec eux. Oui. Et, non, vous savez, quand les gens font du bon travail, il faut le reconnaître. Hein. Alors, il ne faut pas venir tout le temps crier, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Non, mais tu n'es pas d'accord, pourquoi? Voilà. Et quand tu n'es pas d'accord, dis les points sur lesquels tu n'es pas d'accord. Quand je parle de l'électricité, je précise pourquoi je ne suis pas d'accord. Ouais. Vous avez, par exemple, dans les zones urbaines, en Côte d'Ivoire, que 2500 abonnés qui ont l'électricité. Dans les zones rurales, vous n'avez que 1500 villages électrifiés sur 11 000 pour le régime actuel. Vous trouvez ça normal? Après l'argument qu'ils ont avancé, c'est que... Au final, vous n'avez que 4500 villages en Côte d'Ivoire qui sont électrifiés. Oui, en fait, sur 11 000. C'est ça. Et entre-temps, chaque 2 mois, chaque bimestre, sur moi, ma facture d'électricité, on m'impose de payer la redevance de l'électrification rurale. Ouais. Donc quand je paye là, c'est pour qu'on envoie du courant à mes parents dans les zones reculées du pays. Mais pourquoi depuis des années je paye et puis on est toujours à 4500 villages? La démarche gouvernementale, c'est de dire on électrifie un village qui compte plus de 500 âmes. Non, c'est ce qu'ils disent. En fait, oui, je pense que c'est ça d'abord. Cela ne nous fait pas avancer et on ne comprend pas. Ça dit, sur 11 000 villages, je le répète, à ce jour, il n'y a qu'environ 500 qui sont électrifiés. Entre-temps, nous, on paye, on continue de payer sur nos factures cette électrification rurale. Mais il y a une chose, parlant de payer... moi, j'ai des factures, je paye. Heureusement pour nous et malheureusement peut-être pour vous, c'est que les annonceurs continuent de payer. Donc il y a la pub. Allons à la pub. Je vous en prie. Très bien, de nous rejoindre dans la télé d'ici pour tout savoir sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire de majeur. On a parlé de coupure d'électricité, on a parlé d'insalubrité, d'incivisme des populations en la matière. On a aussi parlé de réforme du permis de conduire avec la récente décision du gouvernement portée par la voix du ministre de tutelle, le ministre des Transports. On parlait un peu de sport, c'est aussi l'actualité avec ces 2 médailles d'or décrochées par nos dignes représentants Cheikh Salah Cissé et Ruth Gbagbi. C'est en taekwondo, c'était donc à la faveur de l'Open international d'Espagne. En quoi est-ce que c'est important pour ces 2 compétiteurs? C'est important pour la préparation déjà des JO. C'est important pour se mettre en confiance parce que gagner vous met en confiance par rapport donc aux différentes compétitions. Et puis, c'est important également pour eux, personnellement, et bien, de glaner encore des lauriers, dont des médailles d'or pour se mettre au-dessus en termes donc, de ranking. Parce que quand vous êtes au-dessus, lorsque vous êtes premier, eh bien, vous avez les meilleures chances d'avancer lors des JO. Est-ce que pour vous, c'était gagné d'avance ces 2 médailles? Non, c'est jamais gagné d'avance. Ce sont des combats qui sont disputés, même si c'est vrai que Ruth et Cheikh ont battu leurs différents adversaires à plat de couture, mais c'est jamais facile. Et puis, voilà, c'est du physique, c'est la technique. Oui, il y a la technique également. Donc, pour eux, le fait n'est pas que ce soit facile ou difficile, le fait est de gagner et de gagner pour emmagasiner de la confiance avant donc ces JO. La question qui se pose, puisqu'on parle avant les JO, est-ce que ça va se tenir? Il y a un sondage quand même, Lindsay. Oui. Oui, allez-y. Alors, oui, puisque, enfin,
Est-ce que les JO vont avoir lieu? Non, puisque seulement 1% des Japonais sont vaccinés. Non, parce que 70% des Tokyotes sont contre le fait que les JO se produisent. Et non, puisque l'état d'urgence a été actuellement déclaré face à la flambée des cas de Covid-19. Et est-ce que les JO vont avoir lieu? Il y a aussi des réponses positives, oui, puisque les événements sportifs continuent donc de se produire. Les jauges de téléspectateurs sont réduites actuellement. Et puis également, il y a un test event d'athlétisme qui est prévu normalement le 9 mai pour voir comment ça se passe, si ou pas, justement, les JO vont avoir lieu après dans le futur. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais pour l'instant, le CIO n'a pas déclaré que les JO n'auraient pas lieu. Donc pour l'instant, on se prépare, en tout cas tous les pays, tous les athlètes qualifiés se préparent à aller à Tokyo. Mais c'est vrai qu'il y a 70% de la population qui est contre la tenue. Bon, il y a une partie qui est totalement contre la tenue, il y a une autre qui est pour un report des pour un report, carrément. On les a déjà reportés, c'est ça aussi. Bon, voilà, puisqu'on est encore en état d'urgence au niveau de Tokyo, donc les populations regardent ça et se disent que ça sera compliqué d'organiser des JO, surtout qu'on est en train, au niveau du CIO, on est en train de réfléchir à avoir une jauge pour les spectateurs locaux, parce que c'est interdit que les spectateurs étrangers puissent aller participer. Est-ce à dire qu'on s'achemine vers une formule au restreint? Absolument. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à voir des JO comme les années précédentes. Et c'est triste parce que c'est cette espèce de grande fête en fait, qui réunit le monde entier. Mais c'est vrai qu'on continue de le voir. Donc tous les grands événements ont repris. Ligue des champions, les grands chelems en tennis, les compétitions de boxe. Donc mais il n'y a pas de jauge. Sauf que c'est pas à Tokyo. Oui, c'est vrai. Il y a des jauges de téléspectateurs. Sur Roland Garros, je crois que cette année, ils auront des téléspectateurs. Il y en a pas. Ligue des champions, il y en a pas. En tout cas, certains sports oui, il y en a. Arrivent à installer du public. Donc après, c'est à eux de voir comment ils l'organisent. Ou alors peut-être le faire, mais sans les spectateurs, justement. Ouais. C'est bien ça, ou peut-être au restreint, c'est ce que j'entends par là. Donc il a dit, les JO vont perdre leur âme, tout simplement, parce que l'âme des JO, c'est quand même le public. C'est le festif qu'il y a autour. Absolument, c'est pas que les compétitions, c'est pas que les médailles. Les athlètes ont besoin de sentir un public autour pour être beaucoup plus motivés. Et même quand ils remporteront des médailles, ils ont besoin de communier avec leurs supporters, avec le public. En termes de confiance aussi, ça motive. Absolument. Et là, ça sera compliqué. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on est plus proche du non. Est-ce que les Jeux vont se dérouler? C'est ça. Que du oui. Voilà. Et pour revenir sur Ruth et Sheik, c'est très bien justement qu'ils continuent de gagner des médailles. C'est pas juste des one-hit wonder. Et en fait, ça donne envie peut-être à des enfants qui regardent du taekwondo de se familiariser avec des sportifs qui continuent de gagner, d'avoir des idoles. Et ça, c'est important pour une nation en sport. En tout cas, l'échéance théorique, c'est 23 juillet, 8 août. Pierre a dit des one-hit wonder. C'est dans la musique, c'est les morceaux qui font juste un titre. Juste pour un titre et après, voilà. D'accord. Voilà. Bon, allez, entre-temps, Maurice Komoué, il y a une enveloppe qui a été remise au ministre de la Promotion du Sport et de l'économie du sport, Paulin Daoust, une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour accompagner, j'imagine, toute la délégation de sportifs? Non. Oui, la délégation de sportifs. Oui, tous les athlètes. Vous avez 29 athlètes pour cette discipline qui sont... pour certains qualifiés, pour d'autres qui doivent aller chercher des points encore pour être qualifiés, mais c'est en bonne voie. Donc 200 millions pour leur permettre de se préparer. De se préparer. Voilà, de se préparer, parce qu'il y a un autre budget pour la participation. C'est cela. Là, pour se préparer, c'est 200 millions. C'est un peu moins qu'il y a 4 ans. Donc en 2016, la préparation avait coûté 240 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Là, il y a 200 millions, mais c'est expliqué par le fait la crise sanitaire, donc la crise mondiale, tout simplement. Et peut-être une réduction des effectifs, ou pas, non? De ceux qui accompagnent, comme on dit. Non, les 200 millions... Parce que généralement, ceux qui accompagnent sont plus nombreux que les participants. Les 200 millions, c'est pour la préparation. Donc, il ne s'agit même pas de ceux qui accompagnent. De toute façon, les délégations sportives seront accompagnées. En tout cas, les athlètes seront toujours accompagnés. Moi, j'aimerais quand même avoir l'avis du consommateur. Non, mais écoutez, il faut toujours soutenir les valeurs sûres de notre sport en Côte d'Ivoire. Sheik et Babi Ruth ont fait montre de dextérité, de compétences réelles dans leurs domaines respectifs. Elle a brillé en tant que jeune dame sur le toit du monde.
dans le sport qui est le sien. Elle est numéro 1 mondial. Bon, et puis aussi, ça a été la première je pense que 200 millions même, l'État aurait pu faire mieux. Voilà, en les soutenant pour qu'ils puissent véritablement aller plus loin. Parce qu'eux, au moins, ils ramènent des médailles, comme dirait quelqu'un. Parce qu'ils sont des valeurs, ils portent les couleurs nationales. Contrairement à des gens dont les ballons ont serré les coups ici, que l'État s'est permis de féliciter, ou des gens qui jouent les clowns sur les réseaux sociaux, que des gouvernants se permettent de recevoir. Ballon a serré le coup, je n'ai pas saisi. Le balai. Ah, le balai a serré le coup. Il faut faire la promotion des valeurs. Voilà des jeunes dames qui sont là, c'est des élèves. Il y en a des étudiantes qui ont... Une fille qui a 17 ans, 16 ans se retrouve en doctorat, mais l'État doit l'encadrer. Au besoin même la faire partir dans des grandes universités en Europe. Construire les universités ici, les améliorer. Mais encore faut-il. Voilà, Pierre et votre avis, il faut construire plutôt ici. On peut construire ici, mais l'expertise n'est pas encore totalement acquise ici. Bon, là, ça vous le reconnaissez. Et voilà. Donc, à partir du moment où l'expertise est ailleurs, d'ailleurs, Houphouët-Boigny lui-même qui a construit ce pays, il a envoyé une classe de jeunes cadres ivoiriens. L'aventure 46. Alors, on peut poursuivre l'initiative. Et ça, nous l'encourageons. Mais prendre l'argent du contribuable, les donner à des clowns qui viennent s'exposer sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est le genre de balai qui a serré mon cou. Très bien. Écoutez, nous sommes de plein pied dans le sport, on va y rester forcément. L'autre actualité, c'est l'Africa Sport National qui officiellement, depuis donc ce 28 avril, est placé sous tutelle de la FIFA, Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est elle-même sous tutelle, non? Qui est elle-même sous tutelle. Voilà, donc je ne sais pas si... Comment on appelle ça? C'est la tutelle qui place un club sous tutelle. C'est ça. D'accord, ok. Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est une... Mise en abîme. Mise en abîme. Mise en abîme. Bon, après, à un moment, c'était une couveuse. Je sais pas. Bon, allez. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'Africa déjà? Il y a 2 têtes. C'est le seul club en Côte d'Ivoire, il y a 2 têtes. Bon, dans les faits, oui. Grec, mais bon. Dans les faits, oui, mais dans les tests, non. Je m'explique. Vous avez un club qui a un président, parce qu'il n'y a pas un banc, il y a un fauteuil. Le fauteuil, il est occupé par Vagba Alexis, qui est contesté depuis quelques années par Bailly Antoine, qui était son binôme il y a quelques années. Et Bailly Antoine, qui conteste, pousse Vagba Alexis à la porte. Ça ne se fait pas, parce que Vagba a également du soutien. Et aujourd'hui, avec l'arrivée et le départ donc, du comité exécutif dirigé par feu Sidi Augustin Diallo, et l'arrivée donc du CNFIF, donc du comité de normalisation, qui décide de réorganiser le championnat national. Qui pour représenter l'Africa? On regarde les tests, et dans les tests, les papiers qui sont déposés donc, au comité exécutif à la FIF, là-bas, c'est le nom d'Alexis Vagba qui est positionné en tant que président de l'Africa. Malheureusement, on appelle également, donc le CNFIF appelle également Bailly Antoine pour l'entendre, puisque lui également se plaignait. On l'entend, on engage l'équipe avec Alexis Vagba en tant que président et Bailly Antoine, président délégué de la section football. On est en plein championnat et vous avez un groupe de supporters qui fait éruption dans la cour donc, de la fédération pour indiquer qu'ils ne sont pas d'accord ni avec Vagba, ni avec Bailly Antoine. Et puis, vous avez, lors de la dernière journée donc, du championnat, des joueurs de l'Africa qui ont sorti des banderoles pour dire qu'on a faim. Il faut que le comité de normalisation puisse donner les droits TV alloués donc, aux différents clubs, en tout cas la part revenant à l'Africa, et bien aux dirigeants. Le CNFIF refuse et sort dans la nuit d'hier, donc à 23h par là, après donc, le retour de l'électricité, sort donc la note, donc le communiqué, pour indiquer que l'Africa était mis sous tutelle. Voilà. Bon, voyez-vous, nous sommes dans des cas pratiques. Souvent, les journalistes eux-mêmes se trompent. L'Africa, là, tout comme tous les autres clubs en Côte d'Ivoire, sont des associations. Privées, oui. C'est des structures privées, ce n'est pas public. Non. Mais il a fallu des gens pour créer ces structures privées. Oui. C'est ce qu'on appelle une assemblée générale. Qui a été auteur ou présent lors de l'assemblée générale constitutive de cette association? C'est comme une fédération de consommateurs. C'est des structures privées qui s'engagent à défendre les droits de leurs concitoyens. L'État nous reconnaît comme tel et nous donne un agrément. Pareil pour les associations sportives. L'Africa n'est pas une propriété, que ce soit de Vagba
ou de Bailly. Ce qui devrait les départager, c'est une assemblée générale, point barre. Tout le reste des discours est nul et non avenu. Mais les textes aussi, parce que les assemblées générales les textes disent, pas, les assemblées générales ne se font pas justement, chaque jour, ça se fait chaque année. Et donc, quand il y a un litige, on a recours au texte. L'Assemblée générale peut-être extraordinaire. Extraordinaire, mais ça... Dans le cas de l'Africa, on est tous informés qu'il y avait problème. Oui. Les deux adversaires se sont retrouvés devant l'instance fédérale. Oui. L'instance fédérale a préféré, en lieu et place, de convoquer une assemblée générale pour départager, parce que l'assemblée générale là, a pour avantage de donner la parole aux propriétaires du club, qui ne sont autres que les membres associés. Il faudrait éviter que deux individus s'approprient ce qui est d'intérêt général. Alors, non, mais ça peut paraître banal, mais à la vérité, cette affaire est aussi à l'origine de la mise sous tutelle de la FIF, absolument, quelque part. Parce que puisque cette affaire fait partie également de l'affaire Drogba et tout. Voilà où nous en sommes, justement. Ouais. La FIFA, qui est l'instance suprême là, et qui sait bien appliquer les tests, dit, bon, moi je vous mets de côté. Toi, je te mets de côté. En principe, c'est ce que devrait faire la FIF. Convoquer sous sa tutelle une assemblée générale et puis les membres associés se décidaient. Parce qu'au niveau de l'Africa... J'arrive. Oui, quand on dit convoquer, quand on dit la FIF convoque les membres associés. Fabagba, Bailly, la preuve, il les a convoqués tous les deux. Ils ont signé un protocole d'accord. Dans le protocole d'accord, il a été convenu que l'Assemblée générale devrait avoir lieu à telle période. Est-ce que l'Assemblée générale a eu lieu? Pourquoi la FIF n'a pas réagi? Dès lors que l'Assemblée générale, après le protocole d'accord, à la date de l'Assemblée arrivée, pourquoi Vagba, qui dirige la FIF, l'Africain n'a pas convoqué l'Assemblée générale? D'accord. Pour ceux qui sont à la tête de l'Africa, donc la partie Alexis Vagba indique qu'il y avait une crise du coronavirus. À l'époque, c'était en mars, et il y avait interdiction de rassemblement. Ils ont fait Assemblée générale de la FIF. Hein. Ça, c'était après. Ça n'a pas manqué. Hein. C'était après. À Yamoussoukro, il y a eu une dérogation qui permettait donc aux personnes de se réunir hors du Grand Abidjan, je pense. Donc, pour parler donc de l'affaire de l'Africa, ignorons un tout petit peu le comité exécutif sorti. Ignorons. Puisque avant le début du championnat, le comité de normalisation a reçu Alexis Vagba et Bailly Antoine. On leur a demandé de s'entendre. Pour leur demander de s'entendre pour engager l'équipe. Exactement. Le championnat n'avait pas encore commencé. Donc, si je suppose que si l'Africa est engagé, c'est qu'il y a eu entente. Et que comme il n'y a pas un banc et qu'il y a un fauteuil de président, donc il y a un président qui a été désigné à cette réunion-là, qui a eu lieu entre Vagba, Alexis, Bailly Antoine et M. Abbé, qui est membre du comité de normalisation. Donc aujourd'hui, nous nous étonnons, moi en tant qu'observateur, je m'étonne du fait que le comité de normalisation ne reconnaisse plus Alexis Vagba comme étant le président parce qu'il y a une contestation interne. Il peut y avoir des contestations internes partout, mais on regarde les tests. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a un qui est président de l'Africa, donc toutes les entités, handball, basketball et tout, et un autre qui est plutôt patron de la président délégué de la section football. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que donc, au regard de ce comme on dit, quand deux personnes se battent sur 50 francs, c'est qu'il y a un qui veut 30 francs. Absolument. Pour ce que je sais, c'est ça le problème. C'est que dans leur protocole d'accord entre Gbagba et puis Bailly, il avait été convenu que l'un ne signait pas une décision qui engage le club sans l'autre. Je suis d'accord, mais ça n'existe plus en fait. Ça n'existe plus puisque maintenant on parle de titel et tout, et voilà. C'est un peu comme si on rebattait les cartes. Ça n'existe plus. Puisque nous sommes désormais avec le comité de normalisation. C'est le comité de normalisation qui décide. Très bien. De toutes les façons, ils sont mis sur les teignoirs. Voilà. On va suivre cette affaire et puis espérer aussi qu'on n'assiste pas à ce triste spectacle auquel on a assisté la semaine dernière, c'est-à-dire des joueurs qui, au moment donc sur le terrain, au moment d'engager donc la compétition, affichaient une banderole avec. De toutes les façons, à la limite, c'était on a faim, on veut s'occuper de nos familles. À la fin de tout ça, il y aura une assemblée générale pour l'élection d'un nouveau président. C'est prévu en août-septembre. Très bien. On va parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec la CIE, enfin avec l'électricité, rien à voir avec les permis de conduire, mais absolument rien à voir avec l'insalubrité, encore moins le football, c'est le cinéma. C'est l'INSEE qui s'y colle. Je suis passionné aussi de cinéma. Jingle. Et aujourd'hui, je vous parle d'un film, ou plutôt d'un court-métrage qui vient d'être sacré aux Oscars. La cérémonie des Oscars a eu lieu, c'était dimanche soir à Hollywood, aux États-Unis. Et donc, je vous parle du court-métrage
Two Distant Strangers, sacré meilleur court-métrage d'action. Le film est en anglais, sous-titré français. On regarde quelques images de la bande-annonce. Donc voilà, je vous explique, nous avons 2 personnages principaux dans cette affaire. Carter, qui est un jeune sans histoire. Carter est noir, il est joué par le rappeur américain Joey Badass. Et nous avons un policier blanc assez agressif. Et Carter donc passe la nuit chez sa copine, comme on peut le voir. Lorsqu'il se réveille, il descend, il veut rentrer chez lui. Et il est interpellé donc par le policier blanc que nous pouvons voir. Et le problème qui se pose, c'est donc le policier va le brutaliser. À un moment donné, le policier va même Américains continueront toujours de tuer les jeunes noirs américains. Et c'est ce qui est le plus triste, c'est que c'est un parallèle avec ce qu'il se passe actuellement aux États-Unis. C'est un parallèle avec les violences policières qui ont lieu donc aux States. Et puis c'est intéressant aussi la manière dont Carter meurt à chaque fois dans le film. Dès la première scène, on peut penser à George Floyd puisque... on va voir donc Carter qui est tué donc par ce policier blanc et il l'étouffe en fait en mettant son genou donc sur le cou. Et on retrouvera d'ailleurs la plupart des scènes donc de victimes de violences policières. Donc on trouvera par exemple la scène de Breonna Taylor ou encore Jacob Blake et la liste est malheureusement encore longue. Et ce qui est bouleversant, c'est de devoir revivre avec le personnage en fait l'indignation, la tristesse, le chagrin, puis l'acceptation en fin de compte des événements encore et encore comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Donc je trouve que c'est un super court-métrage. Il ne dure pas longtemps, il dure une trentaine de minutes. Et c'est très symbolique. Et voilà, donc il mérite amplement donc, cet Oscar. Two Distant Strangers, exactement, récompensé donc aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage. Merci Lindsay pour cet update cinématographique. On marque une pause et à la pub. On revient dans quelques instants. Ce sera tout pour la Télédici consacrée ce soir à toute l'actualité en société, en sport, en cinéma. Merci à Patrick Guité d'être passé par la Télédici. Merci à Marius Comoué pour sa légendaire spontanéité donc à passer sur le plateau de la Télédici. Merci à... Nous le ferons toujours. Voilà, c'est ça. Merci Marius Comoué. Merci à Lindsay, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Saint-Brice de Yopougon PMI qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. La T-Band, l'orchestre résidence, s'est installé et n'attend que le go pour nous reprendre ce soir You Are Known de John Yale et Summertime de Ella Fitzgerald. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. You are known. Gonna lay la go. You are auto. Gonna lay la go. Maman Lélia, Malenois, Gouillot. Et ni kamani jolu yele. Mani no kokule. You are honored, gonna lay la olaga. You are auto, gonna lay la olaga. Maman Lélia, Malenois, Gouillot. Et ni kamani jolu yele. Mani no Money you lead, Jamakare, no, you could for Money you lead, Jamaka, eto, you could for Lenwo, Nyao, Nayo Yale Purio, Nyao, Nayo Yale Purio.
You Are Not, Johnny Hallyday, Summertime et la figure repris par la T-Band. Good job.